Bonjour, chers étudiants, heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour traiter avec vous le module de S4, l'organisation judiciaire du Royaume. Donc, on a déjà abordé les juridictions composant l'ordre judiciaire marocain. On a traité les juridictions de droit commun et aussi les juridictions spécialisées. Cette séance, ou la séance actuelle, on va la consacrer pour l'étude des juridictions appelées, entre parenthèses, juridictions d'exception. Ces juridictions ont pour compétence, ou leur compétence, elle est limitée à des affaires qui sont strictement déterminées par la loi. Et vu leur nature exceptionnelle et leur nombre, qui est de plus en plus limité au Maroc, de même qu'elles sont saisies suivant des règles de procédure bien spécifiques, on les appelle des juridictions d'exception. Ce qu'on doit signaler, c'est qu'actuellement, le tribunal militaire représente la seule catégorie de ces juridictions qui existent actuellement et qui subsistent au Maroc, bien sûr avec la suppression de la Cour spéciale de justice et de la Haute Cour. Commençons par la Cour spéciale de justice. La Cour spéciale de justice a été créée par la loi 464 du 20 mars 1965, qui par la suite a connu plusieurs aménagements. Elle a été modifiée par le décret royal portant loi numéro 562 65 du 11 décembre 1965. La dite cour a été supprimée par le Dahir numéro 104-129 du 15 septembre 2004, portant promulgation de la loi 79-03. Par ailleurs, elle était compétente de statuer sur les infractions de détournement des deniers publics, de concussion, de corruption et de trafic d'influence, dans lesquels étaient impliqués des fonctionnaires ou agents publics et dont le montant en jeu était égal ou supérieur à 25 000 dirhams. En plus, il y a la Haute Cour qui constitue une deuxième catégorie de juridiction d'exception. La Haute Cour a été prévue par la Constitution de 1962. En revanche, la loi organique y afférente n'a été adoptée qu'en 2008. Et enfin, elle a été supprimée par la nouvelle Constitution de 2011. D'ailleurs, la Haute Cour était compétente pour juger les membres du gouvernement qui auraient commis des crimes et des délits dans l'exercice de leurs fonctions. En outre, elle était composée du président et son suppléant qui étaient nommés par Dahir, en plus de 12 juges titulaires et autres juges suppléants. Quant à la commission d'instruction, elle était composée de 4 magistrats de siège de la Cour de cassation, au moins du premier grade, en plus de 4 membres élus par les 2 chambres du Parlement. Tandis que le ministère public, il était exercé par le procureur du roi, le procureur général du roi, près la Cour de cassation, de même que pour le greffe, donc il y avait un greffe au niveau de cette cour. Par ailleurs, la procédure de saisine de la Haute Cour devait être déclenchée par une proposition de mise en accusation signée par le quart de chacune des 2 chambres, alors que le déclenchement effectif de la procédure devait être soumis à l'approbation des 2 tiers de la première et la deuxième chambre. Par conséquent, l'instruction, elle ne peut commencer que par l'obtention
d'un nombre suffisant de voix nécessaires. Donc, concernant la Haute Cour et la Cour spéciale de justice, qui étaient des juridictions d'exception, donc elles ont été supprimées et actuellement, seul le tribunal militaire subsiste. Ce qui concerne les tribunaux militaires, on peut dire que ces tribunaux ont été créés au Maroc par le Dahir numéro 156-270 du 10 novembre 1956, formant code de la justice militaire, qui a été modifié plusieurs fois aussi, notamment par la loi du 26 juillet 1971, celle aussi du Dahir du 12 juillet 1977, mais actuellement, la justice militaire au Maroc est régie par la loi numéro 108-13 promulguée par le Dahir numéro 1-14-187 du 10 décembre 2004. En fait, la réforme de la justice militaire au Maroc a été introduite dans la mesure d'harmoniser la législation nationale relative à la justice militaire avec les dispositions de la Constitution de 2011 et bien sûr avec les principes et les normes internationaux, ceci afin de répondre aux exigences de l'édification de l'état de droit et d'assurer la protection de plus en plus des droits de l'homme et leur promotion. D'ailleurs, la loi 108-13 a distingué la justice militaire du modèle des juridictions d'exception et elle l'a inscrite dans le cadre des juridictions spécialisées. Donc, à l'instar des autres juridictions relevant de l'ordre judiciaire marocain, le législateur marocain a régi le tribunal militaire sur plusieurs niveaux. Donc, il l'a réglementé sur plusieurs niveaux. Parlons dans un premier lieu du tribunal militaire permanent. Le tribunal militaire permanent siège à Rabat. Cependant, il peut se constituer ailleurs. Ainsi, au terme de l'article 12 de la loi 108-13, le tribunal militaire tient ses audiences à Rabat. Il peut, sur décision du procureur général du roi près le tribunal militaire, les tenir en tout autre lieu. En outre, le législateur a doté le tribunal militaire d'une organisation et aussi d'une composition et de compétences qui lui sont spécifiques, qui lui sont spéciales. Dans un paragraphe 1, on traite la composition et l'organisation du tribunal militaire. L'organisation et la composition du tribunal militaire sont régies par les articles 12 jusqu'à 37 de la loi 108-13 du 10 décembre 2014. Ainsi, le tribunal militaire se compose de ce qui suit. On va commencer d'abord par les formations de jugement. Concernant les formations de jugement du tribunal militaire, on peut dire que ces formations au sein du tribunal militaire comprennent des juges militaires et des conseillers des cours d'appel civiles. Concernant les conseillers de la cour d'appel, l'article 14 de la loi 108-13 précise que la chambre correctionnelle militaire de première instance se compose d'un conseiller de la cour d'appel en qualité de président et de 2 membres, tous les 2 ou l'un d'eux magistrats militaires ou assesseurs militaires. Aussi, la chambre correctionnelle d'appel se compose d'un conseiller président de la chambre à la cour d'appel et de 2 membres dont l'un est conseiller à la cour d'appel et l'autre est un magistrat militaire ou assesseur
militaire. Par ailleurs, la chambre criminelle militaire de première instance se compose d'un conseiller à la cour d'appel en qualité de président et de 2 membres. L'un est conseiller à la cour d'appel et l'autre est magistrat militaire ou assesseur militaire. Quant à la chambre criminelle d'appel, elle est présidée par un conseiller président de la chambre à la cour d'appel et elle se compose de 4 membres, dont 2 conseillers à la cour d'appel et les deux autres, l'un d'eux ou tous les 2 magistrats militaires ou assesseurs militaires. Par ailleurs, la présidence des formations de jugement au tribunal militaire est confiée selon l'article 15 de la loi 108-13 à un conseiller de la cour d'appel pour le jugement des militaires et assimilé jusqu'au grade de lieutenant-colonel en ce qui concerne les délits et les contraventions en première instance. En plus, il y a un conseiller président de la Chambre à la cour d'appel pour le jugement des militaires et assimilé jusqu'au grade de lieutenant-colonel en ce qui concerne les délits et contraventions en appel et les crimes en première instance et en appel. Et on ajoute à ces cas un autre élément, un conseiller président de la Chambre à la cour d'appel pour le jugement des militaires et assimilés ayant le grade de colonel major et de général en première instance et en appel dans toutes les infractions. Aussi, il convient de signaler que la loi 108-13 a consacré plusieurs dispositions aux magistrats et conseillers militaires, ceci au niveau des articles 14 jusqu'à l'article 22, de même que les présidents et les membres des formations de jugement au sein du tribunal militaire relevant des cours d'appel sont désignés au début de chaque année judiciaire par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, conformément à l'article 25 de la loi 108-13. Concernant le ministère public représenté par le procureur général du roi, donc le ministère public auprès du tribunal militaire est régi par les articles 26 et 27 de la loi 108-13. Ainsi, au terme de l'article 26 de la dite loi, le ministère public est représenté devant la chambre criminelle militaire de première instance, la chambre correctionnelle militaire d'appel, la chambre criminelle militaire d'appel et la chambre correctionnelle militaire par le procureur général du roi près le tribunal militaire en personne en sa qualité du chef du ministère public ou par l'un de ses substituts. Par ailleurs, le procureur général du roi et ses substituts sont nommés par Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales parmi les magistrats militaires. En plus du ministère public, on a le juge d'instruction militaire. Selon l'article 28 de la loi 108-13, le juge d'instruction assure l'instruction préparatoire. Il s'agit d'un magistrat militaire ayant au moins le grade de commandant, à moins qu'il s'agisse du cas où l'accusé ait le grade d'un colonel-major ou d'un général. Le juge d'instruction doit avoir au moins le grade de l'accusé, à défaut de quoi la fonction du juge d'instruction est assurée par 2 officiers ayant au moins le grade de l'accusé. Ceux-ci sont désignés par Sa Majesté le roi, chef suprême de l'état-major général des forces armées royales, et sont assistés d'un membre du ministère public ou de l'un des juges d'instruction militaire. Et à l'instar du procureur général du roi et de ses substituts,
et du procureur général du roi et de ses substituts, les juges d'instruction, bien sûr, sont nommés par Sa Majesté le roi, chef suprême de l'état-major général des forces armées royales. Et bien sûr, les juges d'instruction sont nommés parmi les magistrats militaires. Le tribunal militaire se compose aussi d'un secrétariat greffe. Et le secrétariat greffe près le tribunal militaire est régi par les articles 30-31 de la loi 108-13. Et dans ce cadre, on peut signaler les dispositions de l'article 31 de cette loi qui précise que les fonctions du greffe militaire sont assurées sous la supervision du chef du greffe et du secrétariat du ministère public par des officiers et des sous-officiers en qualité de greffiers et de commis greffiers. Les officiers et les sous-officiers sont mis à la disposition du greffe et du secrétariat du ministère public pour l'exécution des formalités qui leur sont dévolues. Ainsi, les officiers et les sous-officiers, en qualité de greffiers et de commis greffiers, sont chargés de la notification auprès des tribunaux militaires. Donc, c'est tout ce qui concerne la composition du tribunal militaire. Qu'en est-il de la procédure poursuivie devant ce tribunal? Donc, on peut dire que la procédure adoptée auprès du tribunal militaire est déterminée par les articles 38 jusqu'à 114 de la loi 108-13. En fait, la procédure devant ce tribunal commence par le déclenchement et par l'exercice de l'action publique par le procureur général du roi près le tribunal militaire en ce qui concerne les infractions relevant de sa compétence, en passant par la phase d'instruction avant la tenue des audiences et avant le prononcé des jugements. Signalons dans ce cadre les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 87 de la loi 108-13 qui précise que les séances sont publiques sous peine de nullité. Néanmoins, si cette publicité paraît dangereuse pour la sécurité et pour les mœurs, le tribunal ordonne que l'audience ait lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement. Donc, en principe, les audiences sont tenues publiquement et aussi les jugements sont prononcés publiquement devant le tribunal militaire, sauf exception dans ce cadre. Donc, certes, la procédure près le tribunal militaire se dote de certaines particularités par rapport aux autres juridictions formant l'ordre judiciaire. On signale ici, par exemple, l'article 94 de la loi 108-13 qui dispose « Le président de l'audience fait lire par le greffier la décision ayant prononcé le renvoi de l'accusé devant le tribunal militaire et les documents dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au tribunal. Il rappelle à l'accusé l'infraction pour laquelle il est poursuivi et l'avise que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense. En outre, l'article 95 de la même loi dispose que le greffier procède à la lecture de la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du ministère public, soit à celle de l'accusé, de la partie civile ou de leur défense. Dans le même sens, on a l'article 112 de la loi 108-13 qui précise que après le prononcé du jugement par le président de la formation et son retrait des lieux avec les membres, le greffier donne lecture du dispositif du jugement à l'accusé en présence du ministère public et devant la garde rassemblée sous
les armes et il l'informe des délais que lui accorde la loi pour former un recours. Aussi, il convient de signaler que le tribunal militaire statue en formation collégiale en se composant de magistrats civils et militaires. Il ne peut statuer en présence d'un juge unique, vu l'ampleur des affaires qui lui sont déférées. Donc le principe de collégialité, c'est le principe qui règne devant le tribunal militaire et il n'y a pas lieu d'appliquer l'institution du juge unique tel que le cas des tribunaux de première instance relevant de droit commun. S'agissant de la compétence du tribunal militaire, cette compétence elle est prévue par les articles 3 jusqu'à l'article 10 de la loi 108/13. Désormais, ce tribunal il est compétent à l'égard des infractions de droit commun commises par les militaires et assimilées en tant qu'auteurs, co-auteurs et complices, les infractions commises par les officiers, les sous-officiers et les gendarmes de la gendarmerie royale dans l'exercice de leurs fonctions, dans le cadre de la police judiciaire ou dans le cadre de la police administrative. De même, on peut signaler son incompétence à l'égard des faits imputés à des mineurs âgés de moins de 18 ans au moment des faits. En outre, il est incompétent à l'égard des faits imputés aux personnes civiles travaillant au service des forces armées royales. Par ailleurs, selon l'article 3 de la loi 108/13, le tribunal militaire se trouve compétent pour connaître les infractions suivantes. Il y a les infractions militaires prévues par le livre 6 de la loi 108/13, commises par des militaires et des personnes assimilées aux militaires par des textes particuliers lorsqu'ils sont en activité de service. Aussi, il y a les infractions commises par les prisonniers de guerre, quelle que soit leur qualité. Aussi, on a les infractions commises en temps de guerre contre les institutions de l'État ou commises contre la sécurité des personnes ou des biens si elles sont perpétrées au profit de l'ennemi ou si elles affectent les forces armées et les infractions de préparation visant par les armes à changer le régime ou à occuper une partie du territoire national, ainsi que les infractions commises contre les systèmes d'information et de communication, les applications électroniques et les sites cybernétiques relevant de la défense nationale. Par ailleurs, il convient de signaler dans ce cadre que l'article 8 de la loi 108/13 précise que le tribunal militaire peut renvoyer l'affaire devant le tribunal ordinaire lorsqu'il constate que l'affaire dont il est saisi a un lien avec une autre affaire examinée par l'un des tribunaux ordinaires et qui ne peut en être associé. En outre, lorsque dans une infraction, un civil est complice ou co-auteur d'un militaire ou une personne assimilée, l'affaire doit être dissociée, c'est-à-dire que le civil est renvoyé devant le tribunal ordinaire qui pourra surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal militaire se prononce sur la dite affaire. Donc maintenant, après avoir traité l'ensemble des juridictions formant l'ordre judiciaire, on va entamer une autre partie au niveau de cette matière, à savoir le personnel des juridictions. Et on a dit que la justice, elle n'est pas réalisée seulement par l'existence de textes juridiques ou par l'existence d'un ordre judiciaire, mais aussi faut-il un personnel qui va assurer
la mission de la justice. Et à la tête de ce personnel, on trouve les magistrats. Les magistrats qui sont assistés par les greffiers et aussi par les auxiliaires de justice. Le fonctionnement des juridictions formant l'ordre judiciaire, comme on l'a dit, nécessite l'existence d'un personnel qui est spécialisé, qualifié d'assister les juges du siège et aussi les magistrats du parquet. Dans ce cadre, on parle du secrétariat greffe qui est afférent aux juges du siège, aux magistrats du siège, et on a le secrétariat du parquet qui représente le greffe lié au ministère public. Donc, en plus du personnel des juridictions, comme on l'a précisé, la réalisation d'une bonne justice nécessite aussi l'existence des auxiliaires de justice. Donc, commençons par les magistrats. Au terme de l'article 3 de la loi 106-13 portant statut des magistrats, le corps de la magistrature du royaume, soumis au présent statut, est constitué d'un corps unique comprenant les magistrats du siège et les magistrats du parquet nommés près les juridictions de premier degré, les cours d'appel et la cour de cassation. En effet, les magistrats forment un corps unique soumis à un régime défini actuellement par le Dahir numéro 1-1641 du 24 mars 2016 portant promulgation de la loi 106-13 portant statut des magistrats. Et à cet effet, les magistrats obéissent à des règles communes quant à leur recrutement, nomination et leur statut juridique. Toutefois, leurs fonctions varient selon qu'il s'agit des magistrats de siège ou des magistrats du parquet. Commençons par les règles communes aux magistrats. Les magistrats sont soumis à des règles communes quant à leur recrutement, leur nomination, dans le but de réaliser une justice de qualité. En outre, le statut prévoit d'autres règles régissant leurs obligations et leurs responsabilités envers la justice qu'ils rendent. Concernant les règles de nomination et de recrutement, on peut dire que l'accès à la magistrature peut s'effectuer par deux voies différentes, soit en vertu de la nomination par voie ordinaire consistant à nommer les magistrats parmi les attachés de justice, soit par voie exceptionnelle qui consiste à la nomination directement de certaines catégories de personnes qu'on va traiter tout à l'heure. Donc, la nomination par voie ordinaire. Dans ce cadre, on signale les dispositions de l'article 8 de la loi 106-13 qui précise que sont nommés magistrats dans le corps de la magistrature les attachés de justice ayant réussi l'examen de fin de formation dans l'établissement de formation des magistrats conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Donc, il convient de signaler que le titre d'attaché de justice dans ce cadre désigne les juges stagiaires. Aussi, on a l'article 9 de la même loi qui ajoute que peuvent être nommés magistrats dans le corps de la magistrature après avoir satisfait aux épreuves d'un concours les candidats appartenant à certaines catégories de professionnels et de fonctionnaires ne dépassant pas 55 ans au moment de la présentation de la demande et ayant exercé leur profession ou leur fonction de manière effective pendant une période de 10 années au moins. Merci pour votre attention.